Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. L'excellence opérationnelle au service de l'assurance habitation. Raphaël Vuillerme, CEO et cofondateur de Luco à Paris. C'est une industrie extrêmement intéressante où il va se passer des choses. Vu que les gros players en place sont conscients que ça va changer, c'est assez facile de travailler avec eux, d'avoir accès à leurs ressources en interne. Et donc assez basiquement, on a fait un accélérateur avec Munich Re qui nous a donné accès à tous les plus gros assureurs au monde. On a travaillé avec tous nos concurrents d'aujourd'hui. Donc on a commencé à faire du B2B2C et on a vendu des technologies à tous les assureurs. Et en faisant ça, en fait, on s'est intéressé au marché, et particulièrement au marché de l'assurance habitation. Et on a une vision extrêmement précise et claire pendant 1 an de toute la chaîne de valeur. Raphaël nous plonge dans l'univers de cette AssurTech qui a développé un service aux petits oignons pour ses clients. Que ce soit dans la résiliation de son précédent contrat, la souscription, la gestion du sinistre ou encore l'accompagnement dans la gestion de son foyer, Luco a su mettre en place des processus opérationnels optimisés et repenser cette chaîne de valeur très complexe et longue. Proposant ses services de manière simple et transparente, Luco met en avant une culture du give back qui permet un alignement d'intérêts entre les assurés et la société. Raphaël est totalement transparent sur la manière dont l'AssurTech s'est structurée d'un point de vue réglementaire, ses relations avec les réassureurs Munich Re et Swiss Re, mais également comment cette scale-up est à même de prester ses services à l'international. Nous reprenons en détail ce qui rend l'expérience client de Luco si unique. Nous découvrons également les nouveaux services comme la télémédecine du logement ou le home care et comprenons comment Luco utilise la donnée pour renforcer l'excellence opérationnelle. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Raphaël. Bonjour Solène. Je te remercie de m'inviter chez Luco pour faire cet enregistrement de FinScale et je voulais adresser un petit mot à Margot grâce à laquelle on se voit aujourd'hui. Est-ce que je peux te demander s'il te plaît de te présenter à nos auditeurs ? Bien sûr, Raphaël Vuillerme, je suis le cofondateur et CEO de Luco et j'ai créé Luco avec Benoît Bordel il y a 4 ans aujourd'hui. Et je souhaite aussi remercier Margot qui nous a mis en contact et qui est une incroyable VP Finance chez Luco. Alors, ce que j'aimerais creuser, en fait, il y a pas mal de sujets que je trouve hyper intéressants de creuser avec toi. Il y a une première chose, c'est comment est-ce qu'on parvient à débroussailler le terrain et comprendre comment ça fonctionne. Comment est-ce que tu t'es approprié cette matière-là et quels ont été tes constats. Je veux dire, pourquoi tu es parti sur ce projet-là ? Donc Luco, c'est ma 3e société et c'est la 3e industrie dans laquelle je travaille en tant qu'entrepreneur. Et ce qui est intéressant quand on est un complete outsider sur une industrie, c'est qu'en fait, on voit des patterns à l'échelle de l'industrie sur comment ce qu'on peut appeler les incumbents se comportent par rapport aux disrupteurs ou au moins aux forces extérieures technologiques. Et donc, les 2 précédentes industries dans lesquelles j'ai travaillé, qui étaient dans la food tech et dans l'aviation d'affaires, en fait, il y a des patterns assez similaires de comportement des big players en place. Et ce qui était intéressant sur l'assurance, c'était l'industrie qui avait le plus la perception qu'elle allait être disruptée et changer, qu'on avait extrêmement peur, mais qui ne sait pas d'où ça va venir. Donc, c'est la dernière très grosse industrie qui n'a pas vraiment changé. Les dirigeants des plus grosses boîtes d'assurance savent qu'il va y avoir des changements. Mm-hmm. Ils sont conscients qu'ils sont englués dans des systèmes technologiques énormes. Ils voient ce qui se passe dans la banque et que ça change dans la banque. Donc, ils ont ce niveau de conviction et de perception que ça va changer. Et en même temps, ils ne savent pas du tout d'où ça va venir. Si c'est des nouveaux entrants, si c'est des GAFA, probablement ça sera un peu partout d'ailleurs. Mais ce que je trouvais très intéressant quand je suis arrivé dans l'assurance, c'est qu'il y avait une sorte de peur. Quand j'allais dans les salons professionnels de l'assurance, on parlait tout le temps d'innovation, de digital. Et en même temps, il ne se passait rien. C'était surfait, c'est ça que tu veux dire ? Non, mais c'est une conscience énorme et en même temps, il ne se passe rien dans les faits. Si on regarde les plus grosses AssurTech, ça reste 1%, 2% du marché, ça reste tout petit. Et donc, il y a juste une conviction de tous les acteurs du marché, les nouveaux entrants comme les existants, qu'on n'a pas encore du tout vécu le tipping point. Et ça, c'est extrêmement intéressant quand on est entrepreneur. C'est une énorme industrie où il y a un taux d'insatisfaction énorme et une conviction que tout va se passer dans le futur. Donc, ça, c'était le vue de complete outsider. Attends, et juste, laisse-moi revenir un petit peu en arrière dans le temps.
Comment tu t'es connecté à ce monde-là? Parce que si tu avais été dans la food tech, ça n'a rien à voir comme secteur. Est-ce que tu as fait des rencontres qui t'ont envoyé dans l'assurance? Est-ce que c'est en discutant avec des gens ou c'est né de ta frustration propre en commençant à investiguer pour répondre à un besoin que tu avais? C'est parti d'où? Le premier constat, c'était cet assessment de où en est l'industrie. Et après, le deuxième, c'est de dire, OK, c'est une industrie extrêmement intéressante où il va se passer des choses. Comment je peux la comprendre? Et là, ce qui est intéressant, c'est vu que les gros players en place sont conscients que ça va changer, finalement, c'est assez facile de travailler avec eux. C'est assez facile d'avoir accès à leurs ressources en interne. Et donc, assez basiquement, on a fait un accélérateur avec Munich Re qui nous a donné accès à tous les plus gros assureurs au monde. On a travaillé avec tous nos concurrents d'aujourd'hui. Donc, en fait, Luco, on a commencé à faire du B2B2C et on a vendu des technologies à tous les assureurs. Et en faisant ça, en fait, on s'est intéressé au marché, et particulièrement au marché de l'assurance habitation. Et on a une vision extrêmement précise et claire pendant 1 an de toute la chaîne de valeur. Donc, je ne connaissais rien à l'assurance il y a 4 ans et demi ou 5 ans. Après, j'ai passé 12 mois à vendre une solution technologique pour des assureurs sur le segment de l'assurance habitation et 12 mois à rencontrer des gestionnaires de sinistres, des actuaires, des directeurs marketing, des dirigeants de boîtes d'assurance. Et du coup, je me suis construit une conviction très forte suite à toutes ces rencontres sur le marché. Et après, quand on a décidé de nous-mêmes aller sur le marché et proposer notre assurance, là, il y a un boulot de comprendre la réglementation. Et donc là, c'est très simple. On lit le code des assurances. C'est évidemment pas le livre le plus drôle. Et je me suis endormi. C'est pas un livre de chevet, quoi. Exactement. Je me suis endormi quelques fois dessus. Il y a une photo de moi à Station F qui dort sur un canapé avec le code des assurances sur moi. Donc c'est pas forcément les lectures les plus agréables, mais c'est extrêmement important d'aller dans la finesse et dans le détail pour avoir une vision globale de l'industrie. Et ce qui existe très peu finalement dans le monde de l'assurance, c'est que très peu de gens, c'est une chaîne de valeur extrêmement complexe, où il y a les sinistres, il y a la compliance, il y a l'acquisition, il y a énormément de chaînes de valeur extrêmement longue, et il y a personne ou très peu de gens qui ont une vision globale sur cette chaîne de valeur. Et c'est une des raisons pour laquelle les assureurs ont beaucoup de mal à bouger, c'est qu'on a des experts sur des toutes petites parties de chaîne de valeur. Et donc tout le monde pense que c'est fait à côté de cette manière parce que ça doit être fait comme ça. Et très peu de personnes se permettent de remettre en cause l'ensemble de la chaîne de valeur ou de jouer avec cette chaîne de valeur. Et donc cette technicité, cette complexité de la chaîne de valeur, elle a une énorme responsabilité dans la lenteur et la frustration qu'ont toutes les personnes qui cherchent à faire changer l'assurance de l'intérieur. Ouais. Alors, le tout premier produit, si je me suis bien renseignée, c'était des capteurs connectés. En fait, ça a été un petit peu le produit qui t'a permis d'aller, avec ton associé, creuser la matière. Donc, les capteurs connectés, c'est ce que retient, entre guillemets, le grand public, parce qu'en effet, c'était le produit qu'on avait fait et qui était même en vente. Il y avait un e-commerce sur Luco, on pouvait acheter ce capteur et tout ça. La vision a toujours été la même, qui est il y a de plus en plus de données autour du logement. Si on récupère ces données, on peut aider le particulier à mieux comprendre ses risques, à mieux comprendre son impact environnemental et l'aider à la réduire et lui fournir des meilleurs services. Donc ça, c'est le triptyque de Luco qui est données, protection, services. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on a toujours eu cette vision et ça n'a pas du tout évolué. Par contre, en effet, le go-to-market et le produit qu'on vendait aux particuliers a complètement changé. Donc on a commencé avec cette vision de dire on va récupérer les meilleures data, et pour récupérer ces meilleures data, qui étaient en l'occurrence la consommation électrique, il faut qu'on fasse un boîtier pour la récupérer, parce qu'on ne pouvait pas la récupérer facilement à l'époque. Et on avait besoin d'utilisateurs pour ce boîtier, et donc on l'a vendu en ligne, et le meilleur moyen quand on est entrepreneur d'avoir des utilisateurs, c'est de vendre et d'avoir des retours clients, de gens qui ont payé, tout ça. Donc on a fait ce boîtier-là, et en parallèle, le vrai business, c'était de travailler avec les assureurs en leur disant, au lieu de vendre un contrat juridique qui est exactement le même que votre concurrent, que personne n'a jamais lu, venez faire une solution de protection des foyers qui va créer de la valeur au-delà des sinistres et qui va permettre de créer une relation plus forte avec vos assurés, de leur vendre potentiellement plus de contrats, de les garder plus longtemps et d'être très différencié d'un autre contrat juridique. Donc c'était du B2B alors ? C'était du B2B, exactement. Et on a commencé donc sur une vision pas du tout assurantielle, et en travaillant en amont avec les assureurs, on s'est construit une vision assurantielle. Donc si tu pouvais nous parler de la proposition de valeur à l'époque où vous avez développé ce produit-là ?
Elle est assez proche de la proposition de valeur de ce qu'on construit. Pour les assureurs, c'était rajouter un produit concret, tangible, qui va augmenter votre récurrence de touchpoint avec vos assurés pour les engager plus, les retenir plus longtemps, ou les retain, et avoir plus d'opportunités de cross-sell et d'upsell. Ça, c'était la proposition de valeur B2B. Et la B2B2C, c'était achetez pas un contrat d'assurance qui vous sert entre guillemets à rien au quotidien, achetez une solution de protection pour votre logement. Et qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui en fait. Et quels assureurs vous ont fait confiance au tout début ? Est-ce que d'ailleurs ce sont toujours vos partenaires aujourd'hui ? Ce sont plus nos partenaires aujourd'hui, c'est plutôt nos concurrents. Je préfère pas les nommer, mais c'est des gros assureurs en Europe et on travaille avec tous les gros assureurs européens. Et on est toujours assez proches, d'ailleurs, on continue à échanger et tout ça. Mais on ne travaille plus du tout avec tous ces acteurs. Donc si maintenant tu pouvais nous parler de Luco, nous décrire Luco, ce serait quoi exactement votre proposition de valeur si tu nous faisais l'elevator pitch de Luco ? Aujourd'hui, Luco, c'est une assurance simple, transparente, qui rembourse vite. Simple, c'est un produit, c'est-à-dire qu'on comprend. Donc en 2 minutes, on comprend ce qu'on achète. On comprend aussi ce qui n'est pas dans le contrat et ça, c'est extrêmement important. La norme dans l'assurance, c'est des commerciaux qui vous appellent au téléphone et qui vous font très peur et qui vous disent c'est très important ce produit. Et à la fin, vous vous retrouvez avec quelque chose où vous ne savez pas du tout pourquoi vous avez acheté ça et vous avez l'impression de payer un truc complètement inutile et généralement c'est vrai. Donc il y a vraiment ce travail de pédagogie, de simplicité. On n'a pas de commerciaux. Vous pouvez poser des questions simples, on vous répond sur le chat en moins d'1 minute. Et si le contrat d'à côté est meilleur, on va vous dire ce contrat est meilleur. Donc ça, c'est la simplicité et la transparence, très important. Et le rembourse vite. On a une vision très opérationnelle, pas du tout financière des choses. Le cœur business de Luco, c'est de trouver un plombier quand vous avez un problème pour réparer votre fuite. C'est de réparer vos vitres cassées. C'est des choses très concrètes. Il faut savoir que 70% des sinistres dans l'assurance habitation, c'est les dégâts des eaux. Donc de manière caricaturale, on peut voir Luco comme une énorme boîte de plomberie. Et c'est l'excellence opérationnelle. Donc comment on peut vous permettre de revenir à votre vie le plus rapidement possible, plutôt que vous embêter à attendre 3 mois l'expert et faire 15 contre-expertises et à la fin peut-être être remboursé un jour. Donc c'est une vision très très opérationnelle de comment on simplifie la vie, on garantit que demain, si vous avez un problème, finalement c'est pas vraiment un problème. Et ce qui nous permet de faire ça, c'est le business model qu'on a monté qui est centré autour du give back. On sépare la partie rémunération de Luco, ce qui nous permet de grossir, de payer les salaires de la boîte, de gérer les sinistres, de gérer le service client. Donc ça, c'est 30% des primes. Et il y a 70% des primes qui servent uniquement à rembourser les sinistres. Et tout l'argent qui reste à la fin de l'année de ce pool de remboursement, il va à l'association du choix de l'assuré. Et ça crée un truc très très fort, qui est un alignement d'intérêts. Luco ne va pas augmenter ses profits en ne remboursant pas les sinistres, qui est quand même le jeu favori des assureurs. Luco va augmenter ses profits en ayant plus de clients satisfaits qui vont ramener leurs amis et en grossissant le gâteau, pas en essayant d'aller chercher la plus grosse part au détriment de l'assuré. Et à l'inverse, les assurés, en ayant ce modèle très transparent, se comportent aussi beaucoup mieux. Si vous venez exagérer, si vous venez frauder, ce n'est pas le grand capital sans visage que vous allez impacter, c'est l'association que vous avez vous-même choisie. Et donc on a, depuis qu'on s'est lancé, des très bons résultats techniques. Grosso modo, sur 100 euros d'assurance, combien on rembourse en sinistre, on est meilleur que le marché, tout en étant très compétitif en termes de prix, parce qu'on a beaucoup moins de fraude en fait, que le marché. Donc en ayant ce modèle vertueux et qui aligne les intérêts, on va chercher le meilleur de chacun et ça simplifie énormément la vie des assurés parce qu'on rembourse beaucoup plus vite. Et Luco, on a un mode de confiance du coup qui est beaucoup plus fort que dans le modèle traditionnel de l'assurance. Si on regarde plus en détail l'offre, parce que tu as parlé de l'habitation, mais il y a d'autres types de couverture que vous faites. Tu peux nous donner les grands services rendus aux clients, à la typologie d'offres? Donc c'est très lié à l'habitation et à ses adjacents. Donc le produit phare qui est 95% de nos revenus, c'est l'assurance habitation. Après, quand on achète une assurance habitation, on veut une protection juridique qui est quelque chose qui va nous aider si par exemple on a un litige avec son voisin. Donc on propose une protection juridique. On fait de l'assurance immeuble parce que en fait, quand on est propriétaire ou locataire d'un immeuble, on vient assurer juste une sous-partie de l'ensemble. Et quand on a un sinistre, notamment un dégât des eaux, qui est encore une fois la norme de l'assurance habitation, il y a l'assureur de l'immeuble qui intervient. Et ce qui nous empêche aujourd'hui de gérer les sinistres extrêmement rapidement en quelques heures, c'est parce qu'il y a un tiers qui est l'assureur de l'immeuble. Donc on a lancé notre propre assurance immeuble pour aller beaucoup plus vite dans le remboursement des sinistres.
on a lancé l'assurance emprunteur, qui est un produit qui vient couvrir votre banque contre votre décès, entre guillemets, et qui est le même moment de vie. Donc, quand vous allez acheter une propriété, vous allez acheter une assurance habitation et une assurance emprunteur. Donc, c'est le même moment de vie que l'UCO. Et donc, on vous propose aussi ce produit-là. Et globalement, ce qu'on vient faire, c'est simplifier tout ce qui est lié à votre logement et à la propriété via des produits d'assurance, via des produits de maintenance et d'autres produits qu'on va sortir. Merci beaucoup. Alors ça, c'est très clair en tout cas pour l'éventail de l'offre. Maintenant, comme je te le disais quand on s'est parlé avant cet enregistrement, c'est que moi j'aime bien rentrer dans la matière et comprendre comment c'est structuré. Comment êtes-vous à même de prester ce type d'offre sans nécessairement avoir d'agrément, et tu me dis si tu me corriges si je me trompe, mais d'agrément de l'ACPR comme assurance ou néo-assurance? Aujourd'hui, on a un statut qui s'appelle MGA, Managing General Agreement, qui est un statut assez peu commun en France et qui est extrêmement commun aux États-Unis, en Angleterre et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Chez Luco, on fait le pricing des produits. Donc, on a des actuaires qui viennent estimer le risque et qui viennent dire le prix par rapport à ce risque-là, il est de temps. On fait la gestion de sinistres. On fait ce qu'on appelle l'underwriting. Donc, c'est écrire les polices, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert, comment on est remboursé, ainsi de suite. Et après toute la relation client, l'acquisition. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, c'est qu'on ne vient pas mettre en jeu le capital de l'UCO pour porter les risques. Aujourd'hui, on travaille avec les 2 plus gros réassureurs au monde qui s'appellent Swiss Re et Munich Re, qui nous fournissent du capital pour porter les risques. Et donc, si demain tout le portefeuille de l'UCO a un accident le même jour, pas de bol. Pas de bol, mais ce n'est pas notre capital qui est en jeu. C'est le capital des 2 plus gros réassureurs au monde, ce qui rassure pas mal de gens. Et après, pour vendre de l'assurance, il faut un papier d'assurance, un agrément d'assurance. Et donc aujourd'hui, on utilise l'agrément d'assurance en marque blanche de 2 prestataires qui sont des filiales ou des participations des gros réassureurs qui s'appellent Great Lakes Insurance ou Wacam en France. D'accord, parfait, merci beaucoup. Et c'est très proche d'un modèle d'un Conto ou d'un Revolut à ses débuts. Et c'est passeportable comme activité en Europe? Parce que vous êtes... Alors moi, j'étais très frustrée parce que j'ai été me balader sur le site et j'ai vu qu'il fallait être résident français pour souscrire ces contrats. Est-ce que du coup, vous pouvez aller vendre ces contrats en Europe? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que ça va nécessiter de votre côté en termes de développement? Donc en Europe, il y a quelque chose qui s'appelle le passeport assurantiel. Donc c'est assez simple de vendre de l'assurance dans toute l'Europe d'un point de vue réglementaire. C'est beaucoup plus dur d'un point de vue opérationnel de venir apporter la qualité d'expérience client et du service client dans toute l'Europe. Pour qu'on fasse ça, il faut qu'on ait des plombiers, des peintres, des serruriers dans toute l'Europe. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et donc là, on a annoncé qu'on allait ouvrir l'Espagne en juillet de cette année, donc dans quelques semaines. Et on a exactement le même setup réglementaire, les mêmes partenaires réassureurs et tout ça en Espagne qu'en France. Par contre, on est obligé de recréer tout ce réseau cet écosystème et cette performance opérationnelle en Espagne. Donc, ce n'est pas un enjeu réglementaire, ce n'est pas tellement un enjeu de setup réglementaire assurantiel, c'est un enjeu très opérationnel. Alors justement, moi je vous suis depuis un petit temps maintenant et je suis assez fascinée par le service client et les petites attentions que vous avez, dont vous faites part sur les réseaux. Comment vous avez structuré ce service client et en quoi penses-tu qu'il soit différenciant? Alors, vu qu'on ne vient pas du tout du monde de l'assurance, on s'est concentré sur quels étaient les pains d'un client classique autour de l'assurance. Donc, la première pain, c'est que j'y comprends rien et que ça ne m'intéresse pas. La deuxième, c'est quand j'ai un accident, ça prend toujours 3 plombes. Et on a mis toute l'innovation, en fait, elle est là. On n'a pas des produits d'assurance complètement différents. On n'a pas encore des technologies de pricing complètement révolutionnaires. Ce qu'on vient faire, c'est juste fournir une excellente expérience de bout en bout aux clients. Et donc aujourd'hui, la norme, par exemple, si on veut chercher à joindre son assureur, c'est qu'on l'appelle. En moyenne, on fait souvent des tests, c'est 35-40 minutes d'attente même pour acheter un contrat. Et après, dès qu'on doit suivre, par exemple, si on a un sinistre, on doit toujours rappeler pour savoir où on en est. Et donc, la différence qu'on voulait apporter, c'était déjà, j'ai un problème ou j'ai une question. Je parle sur le chat, en moins d'1 minute, on a une réponse. Et donc, on met énormément de ressources et pour le coup de technologie sur répondre avec des réponses très compétentes, pertinentes, extrêmement rapidement. Donc ça, c'est la première chose. Et après, on vient avec des petites intentions,
enjouer un peu plus les moments pas très sympas. Donc par exemple, un sinistre, c'est jamais très drôle. Et donc un des exemples que tu me citais, c'est qu'on envoie du chocolat après les sinistres pour remettre un peu de baume au cœur à nos assurés. On a pas mal d'autres petites intentions comme ça, mais ça part d'une seule chose, c'est comment on rend l'expérience de l'assurance plus compréhensible et après un peu moins pénible aussi. Un autre point qui m'intéressait, c'est, et tu le disais toi-même, la contrainte que vous avez quand vous ouvrez un nouveau pays, c'est de recréer cet écosystème. Comment vous avez développé justement ce network d'agents, par exemple, qui viennent sur place pour gérer les sinistres, aider les assurés à gérer tous ces moments-là? Comment est-ce qu'on arrive à faire venir, c'est toujours un peu la poule et l'œuf, mais des personnes qui vont devenir des partenaires de l'UCO? Alors, c'est pas si compliqué que ça de les recruter. Parce que globalement, on va chercher un plombier, on lui dit j'ai du business à te ramener, est-ce que tu veux travailler avec moi? Généralement, ça marche assez bien. Ce qui est un peu plus dur, c'est d'aller chercher les meilleurs et de les garder. Donc, il y a un énorme enjeu de qualité et c'est vraiment un business très ops ou très opérationnel. Et donc, on a reconstruit nos propres technologies de bout en bout de gestion des artisans. Ils ont une application Luco, ils arrivent, ils prennent des photos. Voilà, donc de bout en bout, de la fuite à la carte bleue, on a tout reconstruit, la stack technologique. Et il y a très peu d'acteurs qui font ça aujourd'hui. Donc, soit on refaisait ça en partant de zéro, soit on travaille avec des acteurs technologiques qui bossent avec d'autres assureurs. Et on allait avoir les mêmes expériences horribles qui est j'attends 3 semaines pour recevoir un expert ou j'ai un artisan qui n'est pas du tout de confiance. Donc, on a simplement refait toute la technologie. Et après, on a des démarches qualité extrêmement fortes. Donc, un nouvel artisan, on va le tester sur 1, 2, 3 chantiers. À chaque fois, il est évalué. Et quand il fait du travail de qualité, on le fait rentrer dans le réseau. Et il continue d'être évalué après chaque intervention. Et un autre point que j'ai trouvé hyper différenciant, c'est le fait que vous gérez la résiliation des contrats existants des clients. Tu peux nous dire un petit mot à ce sujet-là? Ça m'intrigue. Je pense qu'il n'y a rien de plus désagréable que de devoir envoyer un recommandé pour résilier une assurance. Ouais. À titre personnel, j'avais un assureur santé classique et je suis passé chez Alan et sauf que j'ai dû résilier moi-même avec une lettre recommandée mon assureur classique. En fait, je l'ai jamais fait. Donc là, j'ai reçu hier enfin la lettre qui me dit qu'ils vont me résilier et que du coup, je leur dois 340 € parce qu'il n'y a aucun moyen sur leur site de dire je ne veux pas souscrire ou je veux arrêter. J'ai envoyé des mails pour leur dire arrêtez-moi ce contrat, ça ne m'intéresse pas. Et j'étais obligé d'aller à la poste pour envoyer un courrier recommandé, ce que du coup, je n'ai pas fait. Donc ça, c'est, je pense, le truc le plus simple à faire. Quand on parle de disruption, c'est très facile de laisser les assurés résilier en cliquant sur deux boutons. Et par contre, en termes d'expérience client, mais c'est absolument game changer. Surtout qu'un client qui résilie, soit c'est un client insatisfait, autant lui donner un goût pas trop amer à la fin, soit c'est quelqu'un qui déménage et qui va potentiellement rechercher une assurance. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait, c'est comment on peut juste laisser les gens, comme dans toutes les autres industries, résilier en 2 clics. Il y a des contraintes réglementaires, donc le code des assurances stipule qu'on est obligé d'écrire un recommandé pour résilier une assurance. Donc on est un peu un porte-à-faux vis-à-vis du code des assurances. On prend un risque légal, entre guillemets, en faisant ça. Mais on le fait vraiment au bénéfice de nos assurés et on espère qu'il y aura une jurisprudence bientôt qui montrera que les preuves qu'on récolte de la demande de résiliation qui est validée par un SMS, ça soit largement suffisant pour montrer la matérialité d'une résiliation d'assurance pour le bien de tous les utilisateurs. Alors un autre point qui m'intéresse, tu en as parlé au tout début, c'est la donnée. Vous avez déployé, alors je parle de choses que je ne connais pas, donc c'est à toi de me dire si j'ai tort ou raison, mais des algorithmes d'intelligence artificielle. De quel type d'algo on parle et qu'est-ce qui vous permet de faire cet algorithme? Il y a plusieurs, donc on parle souvent d'IA en étant une grosse machine super intelligente, tout ça. Globalement, on fait des choses assez simples, mais de manière automatique. Le premier usage pour nous de la data science, c'est sur le calcul des risques. Aujourd'hui, un contrat d'assurance classique, c'est à peu près 30-35 questions posées qui vont être quand est-ce que vous avez construit votre maison, quand est-ce que vous l'avez rénovée, est-ce que vous avez une piscine, plein de choses comme ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient utiliser l'imagerie satellite et plein d'autres données pour en fait détecter automatiquement si vous avez une piscine. Donc, si on regarde sur le ciel de votre maison, on peut voir si vous avez une piscine. On peut savoir en quoi votre toit est fait,
s'il a été refait récemment, parce qu'on peut remonter dans le temps des images et satellites. Et donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on utilise la data science pour poser cette question, mais avoir une centaine de variables pour calculer les risques. Et aussi, du coup, ce qu'on met à disposition des utilisateurs, c'est un rapport de risque où on vient vous expliquer quels sont les risques chez vous et qu'est-ce que vous pouvez faire pour les réduire. Donc on ne vous donne pas juste un prix, on vient aussi faire beaucoup de pédagogie autour des services. Donc ça, c'est la première chose. Après, on utilise aussi beaucoup l'intelligence artificielle sur la gestion de sinistres, donc pour rembourser extrêmement rapidement, extrêmement simplement. Donc un des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est si vous avez un dégât des eaux, vous allez filmer votre mur. Et là, on a, grâce à l'ARKit Android et Apple, on va faire un modèle 3D de votre mur, calculer la surface endommagée, détecter en quoi il a été fait et dire du coup ça va passer tant de temps et ça coûtera tant de réparer tel mur. Et donc on vous propose soit de faire vous les travaux avec un forfait, soit de vous envoyer un artisan et vous prenez rendez-vous directement avec l'artisan. Ça, vous les développez vous-même ? Ça, on le développe nous-mêmes. Alors on réinvente pas la roue tout le temps, il y a la data science, il y a heureusement beaucoup d'état de l'art, mais on développe ça en interne. On a une équipe assez conséquente qui bosse sur ces sujets. Super, impressionnant. Finalement, si tu pouvais nous décrire votre client type, c'est qui vos clients ? C'est très compliqué et c'est très difficile de faire du marketing chez Luco parce que nos clients types, c'est assez hétérogène. Donc on a commencé par du start-upper parisien, donc ça c'était le tout début quand on s'est lancé. Aujourd'hui, notre client type, il a 37 ans, il est autant en province que dans des zones rurales que dans des zones urbaines. Il est quasiment autant qu'en appartement qu'en maison. Donc en fait, notre client type, le point principal, c'est qu'il est digital. Et donc souvent, il a une banque en ligne, il est déjà acheteur de beaucoup d'e-commerce et de ça. Et c'est ce qui relie le plus nos utilisateurs, mais qui est finalement un public assez large. Et c'est une des convictions de Luco, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller chercher juste des milléniums ou des jeunes pour innover et changer une industrie. En fait, le consommateur français et européen est assez convaincu que dans les acteurs full stack ou en ligne, on a une meilleure expérience que dans l'agence de quartier. Et ça touche énormément de Français. Parfait, merci. On n'a plus beaucoup de temps. Raphaël, j'aimerais que tu nous présentes Luco. Et alors, un des points qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir comment vous parvenez à maintenir cette culture centrée autour du client dans vos équipes alors que vous avez une croissance exponentielle depuis vos débuts. Alors, on a deux concepts assez importants. La première, c'est on a un élément dans notre culture qu'on appelle le care. Ouais. Donc, on a une culture de care vis-à-vis de nos clients et aussi en interne. Donc, notre job, c'est de prendre soin de nos assurés. Et pour prendre soin de nos assurés, c'est beaucoup d'humains. C'est ces personnes qui répondent sur le chat extrêmement vite. C'est nos gestionnaires de sinistres qui sont là quand vous avez des problèmes. Et donc, il faut aussi qu'eux-mêmes, ils aient beaucoup de care pour pouvoir carer, entre guillemets, nos utilisateurs. Donc, on a une culture où on a conceptualisé comment on peut scaler le care. Et ça passe par tout un tas de process, par le fait qu'on ait une B Corp avec un enjeu d'impact très important et pourquoi on travaille tous les jours avec beaucoup d'intensité. Attends, B Corp, je pense que tout le monde ne connaît pas. Tu peux juste nous dire en 2 secondes ? Donc, B Corp, c'est un label d'origine américaine et aujourd'hui qui est assez présent en Europe, qui vient assesser sur environ 360 critères. Donc, c'est vraiment très transversal et très holistique. Quel est l'impact environnemental, social environnemental et sociétal d'une entreprise ? Ça va de la gender equality. Donc, c'est beaucoup d'anglicisme, de la diversité au sein de la société, de l'impact environnemental de nos fournisseurs, de l'equity, de l'actionnariat salarié, voilà, énormément de critères. Et si on a un certain score, on est labellisé B Corp, donc ce qui est le cas pour Luco. Et ça permet d'avoir un framework très exhaustif de quel est l'impact réel de la société et d'avoir les meilleures pratiques sociétales et environnementales sur énormément de dimensions. Donc on a ce label B Corp depuis à peu près 2 ans. On travaille pour le renouveler maintenant. Donc ça, c'est un des éléments au cœur de comment on matérialise, on met des objectifs chiffrés et quantifiés à ce care et à cette volonté d'impact. Et après, la deuxième chose, c'est une sorte de naïveté cultivée. On va chercher très, très, très peu de profils de l'industrie, de l'assurance notamment. Quand on lance un nouveau produit, on aurait 2 choix. On pourrait chercher le spécialiste du produit ou un entrepreneur qui ne connaît rien à ce produit et qui va tout réinventer en partant de zéro, et on fait toujours le deuxième choix. D'accord. Donc on a quelques spécialistes, on a des spécialistes en actuariat, en compliance, des choses où vraiment c'est le métier, il faut qu'on aille chercher les meilleurs de l'industrie. Et sinon, on va chercher que des généralistes qui viennent du monde de la technologie,
du monde de l'expérience client qu'on applique à l'assurance. Et si tu pouvais nous dresser un portrait robot de Luco en termes de staff, répartition, tech, sales Alors, on est 120 aujourd'hui. La moitié, globalement, c'est des tech et du produit. Ouais. On n'a pas de sales. On a un tiers qui est service client et gestion de sinistre, avec beaucoup de personnes en remote. Donc, on a une majorité du service client et de la gestion de sinistre qui sont des personnes à Bordeaux, à Lyon, à Grenoble ou dans des zones plus reculées. Voilà. En gros, ça, c'est les deux gros piliers qui sont très tech, un tiers de service client et après marketing, finance, ainsi de suite. Et au niveau de votre actionnariat, si tu pouvais nous faire l'état des lieux de la cap table. Donc, on a fait notre seed round avec des investisseurs très assurantiels. Pour le coup, on connaissait rien à l'assurance, donc on allait chercher l'ancien directeur marketing d'AXA, le fondateur d'April, des noms de l'assurance. Et depuis, on a des gros fonds européens, américains, qui sont très présents en fintech ou ailleurs, donc comme Axel, comme Speed Invest, Equity, Founder Funds, qui est le fonds de Peter Thiel. Donc les noms qu'on retrouve dans la plupart des grosses boîtes fintech en Europe et aux États-Unis. Et vos prochaines étapes, c'est quoi ? Alors, on a deux gros objectifs pour l'année. Le premier, c'est de matérialiser ce qu'on appelle le home care, donc comment on va réellement aider les gens à avoir de problèmes chez eux et à les résoudre facilement. Donc ça, c'est des technologies d'analyse des données autour du logement pour prévenir les accidents et des services d'artisans. Donc on a lancé quelque chose qui s'appelle Dr House, qui est de la télémédecine du logement, mais on va aller plus loin. Donc vous allez pouvoir demander des artisans pour vous aider à réparer votre foyer. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est s'internationaliser. Donc on ouvre l'Espagne dans quelques semaines et on va ouvrir un deuxième pays un peu plus tard cette année. Surprise. Exactement. Bon, Raphaël, pour se quitter, je demande toujours une recommandation de livre ou de podcast pour ceux qui n'aiment pas lire. Qu'est-ce que tu nous recommandes ? En ce moment, je suis en train de lire, je n'ai plus le nom exact, mais sur la culture de Netflix, qui est The No Rules Rules. Et c'est extrêmement intéressant et on est en plein... à ce moment-là, chez Luco, on scale. Soit on met plein de process partout et on a un enjeu d'agilité. Et donc, comment on garde énormément de liberté. Et on a chacun à sa position chez Luco des petits entrepreneurs un peu despotes qui ont la vraie liberté de faire changer les choses. C'est au cœur de où on en est en tant que boîte et ce livre est extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Raphaël. C'était top. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!